Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui dans les entretiens de Solferino le professeur Jean-Paul Bled, que chacun connaît, qui est un ami de la Fondation. Il a lui-même présidé les cercles universitaires d'études et recherches gaulliennes, qui a publié une excellente revue qui s'appelle Études gaulliennes, qui est dans les collections de la Fondation, qui est en France le spécialiste incontesté de l'Empire austro-hongrois, mais pas seulement, puisqu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment un merveilleux Marlène Dietrich il y a quelques années, qui était un peu un pas de côté dans votre œuvre. J'en ai eu un grand plaisir. Absolument passionnant. Et puis aussi Les Hommes d'Hitler, qui a été un très beau succès de librairie. Alors nous recevons aujourd'hui Jean-Paul Bled pour son dernier livre, qui s'appelle « Les grands ministres des Habsbourg ». Je vous conseille absolument ce livre passionnant. Il y a d'abord une assez longue introduction sur une vision panoramique de l'évolution des Habsbourg, qui est absolument passionnante et concise. Et ensuite, vous dressez une galerie de portraits de ministres ou de premiers ministres connus ou moins connus. Alors moi, j'aurais une première question à vous poser, ou plutôt une première demande à vous faire. Est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, je sais que c'est une gageure, nous faire ce panorama de l'Empire des Habsbourg? Bien, écoutez, cette monarchie des Habsbourg est évidemment un des grands acteurs de la scène européenne, et cela, en ce qui concerne la monarchie et non pas le Saint-Empire, parce qu'il faut distinguer, à partir du XVIIe siècle jusqu'à sa disparition en 1918. Et c'est effectivement sur la fin du XVIIe siècle que la monarchie des Habsbourg accède au rang de grande puissance européenne. Et cela, elle le doit au premier personnage dont je dresse le portrait dans le livre, c'est-à-dire le prince Eugène. De Savoie. Le prince Eugène de Savoie, qui est un personnage, évidemment, qui est riche de paradoxes, parce qu'il aurait pu servir le roi de France. Son intention première était de servir le roi de France, et puis ça ne s'est pas fait en raison de conflits entre sa mère et Louis XIV. Et c'est lui qui, par ses victoires à l'Est sur les Ottomans et à l'Ouest sur les Français de Louis XIV, qui a porté cette monarchie au rang de grande puissance. Ce rang de grande puissance, elle le garde jusqu'au XIXe siècle, même si, évidemment, après la Révolution de 1948, on sent les prémices d'un déclin. Un déclin que François-Joseph, l'empereur en exercice après 1848, s'efforce de contrer par cet accord parti paradoxal avec la Hongrie. C'est le compromis austro-hongrois de 1867 qui va demeurer jusqu'à la disparition de la monarchie, donc en 1918. Et cette Autriche-Hongrie, elle est un des grands acteurs, peut-être pas le plus grand, mais un des grands acteurs de la scène européenne de la fin du XIXe siècle, avec l'Empire allemand, avec l'Angleterre, avec la France, avec l'Italie. Voilà, alors c'est une monarchie qui est, pour nous Français, très étrange, parce que elle est un empire multinational. Évidemment, ce qui est tout à fait contraire à la tradition française, c'est évident, ce qui fait que souvent les Français n'ont pas bien compris quelle était la nature de cette monarchie. Ce problème national, il va, à la fin des fins,
être une des causes majeures de la disparition de la monarchie, mais c'est un problème qui n'apparaît véritablement qu'au XIXe siècle, parce qu'avant, évidemment, il y a un certain nombre de nationalités dans cet empire, mais il n'y a pas encore, pour l'essentiel, de prise de conscience nationale. Le sentiment national, c'est un facteur nouveau à partir du XIXe siècle. Et à partir de ce moment-là, assez rapidement, il devient un facteur politique. J'ai une question à vous poser sur ce sujet, parce que dans l'histoire vulgarisée, telle qu'on la lit, il y a vraiment deux tendances opposées sur la relecture de l'Empire austro-hongrois. Soit il y a la nostalgie, oui, François Feiteux, Requiem pour un empire défunt, sorti il y a quelques décennies maintenant. Bien sûr. Soit ce qu'on apprenait dans nos livres d'histoire naguère, l'empire, prison des peuples. Tout à fait. Oui. Alors quelle pesée globale, comme disait Pierre Chaunu, faites-vous de cette histoire? Je pense que la seconde version, celle de l'Autriche, prison des peuples, est une forme de reconstruction de l'histoire, mais c'est une vision qui a existé justement au XIXe siècle. C'est une formule qui apparaît à l'époque de Metternich, qui est certainement exagérée, outrancière, dans la mesure où il y a une poussée des nationalités, c'est incontestable, mais en même temps, il y a un ciment très fort, qui reste très fort longtemps, qui est le patriotisme dynastique. Oui. Ça, c'est une notion qui est capitale pour comprendre que cet ensemble tout à fait disparate réussisse à tenir aussi longtemps. Et d'ailleurs, on en a une ultime démonstration au début de la Première Guerre mondiale. Après le fameux attentat de Sarajevo qui coûte la vie à François Ferdinand, François-Joseph publie un manifeste intitulé « À mes peuples ». Et à de rares exceptions, ces peuples en question répondent à son appel. Il y a très peu de désertion, il n'y en a pas plus qu'il y en a en France par exemple, en juillet-août 14, mais évidemment, comme cette guerre va être longue, elle sera trop longue pour cette monarchie, et tous ces facteurs qui étaient sous-jacents auparavant, eh bien, ils ressortent et ils minent de l'intérieur la monarchie et vont la conduire à sa tombe. Et comment vous expliquez que pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'explique notamment Charles de Gaulle dans son premier livre, La discorde chez l'ennemi, qu'il n'y ait quasiment pas de rencontre entre les Austro-Hongrois et les Allemands. Il n'y a pas de rencontre au sommet, les chefs d'état-major respectifs ne se parlent pas, ou à peine. Comment expliquez-vous cela? Bien, c'est certainement la volonté de Konrad von Hötzendorf, qui est le chef d'état-major de l'armée austro-hongroise, et il est très jaloux de ses prérogatives, et il a compris que du côté allemand, on voudrait, et on réussira, on voudrait établir un contrôle de l'armée austro-hongroise. Et donc, il se défend, mais à la fin des fins, il ne réussit pas à l'empêcher. D'ailleurs, il va devoir partir. Et juste avant sa mort, François-Joseph se résout à ce qui lui apparaît comme inéluctable, c'est-à-dire de placer son armée sous le contrôle de l'armée allemande, en d'autres termes du couple Hindenburg-Ludendorff. Mais il est certain que l'histoire de cette guerre, du côté austro-hongrois, a été celle d'une lente déperdition de souveraineté au profit de l'allié allemand,
qui a profité de toutes les circonstances pour étendre son autorité. Parce que l'armée austro-hongroise, elle s'est battue vaillamment, mais il est certain qu'elle a subi des échecs, et à chacun de ces échecs, elle a sollicité l'aide allemande, évidemment. Notamment en Galicie. Tout à fait, bien sûr. Et cette aide, je peux dire, elle n'était pas gratuite. On va faire un retour en arrière. Vous nous avez parlé du prince Eugène, qui effectivement est une figure incroyable, qui a d'ailleurs été biographée par le général Bétoir. Tout à fait, tout à Ce qui fait. est assez étonnant d'ailleurs. Je crois que c'est le seul livre français qu'il ait écrit. Ah oui, oui, aussi, oui. Ouais, et puis il y a aussi une biographie, alors je ne sais pas si elle est romancée ou pas, puisqu'elle a été écrite par un romancier, par Alexander Lernet Olenia, qui est assez étrange, qui n'a jamais été traduite en français. Oui. Et je ne suis pas sûr que ce soit une œuvre scientifique, mais en tout cas, il y a une mise en valeur du grand homme. Tout à fait. Vous avez raison, ce n'est pas un ouvrage que l'on inscrira dans une bibliographie scientifique, mais cela ne lui retire pas de sa valeur si on le prend tel qu'il est. Et effectivement, elle met en valeur ce personnage qui est un très grand personnage de l'histoire de l'Autriche. Et d'ailleurs, lorsqu'on se rend à Vienne, on le découvre tout de suite. Face à la Bibliothèque nationale, il y a deux statues équestres. L'une est celle de l'archiduc Charles, qui a battu Napoléon à Aspern, c'est-à-dire Essling. Et de l'autre côté, c'est le prince Eugène. Donc, il est véritablement mis en valeur et il a été considéré, et il est toujours considéré, comme un héros. Alors, si on franchit quelques temps, on va arriver à Metternich. Oui. Alors, on le connaît surtout, ou mal d'ailleurs, mais on a surtout l'image du Metternich au Congrès de Vienne, oui. De la thèse de Kissinger, qui s'appelle Les Sentiers de la Paix, je crois. Oui, enfin, la traduction française en américain, c'est A World Restored, donc un monde restauré, alors que la traduction française, c'est Les Chemins de la Paix, je crois. C'est Les Chemins de la Paix. Est-ce que vous pouvez nous parler de Metternich à Vienne, mais j'imagine que Metternich a été davantage pour l'Autriche que le grand ordonnateur du Congrès de Vienne. Oui, alors il est, avant d'être l'ordonnateur du Congrès de Vienne, il est celui qui conduit la politique étrangère de la monarchie face à Napoléon. Et il est l'un des vainqueurs politiques de Napoléon, ce qui explique d'ailleurs le choix de Vienne pour la tenue de ce congrès qui doit effectivement, le titre de Kissinger me paraît approprié, c'est en grande partie la restauration d'un monde. Bon, quoi qu'il en soit, il a contribué, c'est évident, à la défaite de la France napoléonienne. En même temps, il a essayé en 1814 de pousser la carte de Marie-Louise et au-delà de Marie-Louise, du roi de Rome. Oui. Marie-Louise aurait exercé une régence et en faveur de son fils qui serait monté sur le trône à sa majorité. Bon, évidemment, il ne l'a pas souhaité par amour de la France, encore qu'il était de culture française très largement, mais ce sont deux choses distinctes. Il a cherché à le pousser en avant parce que ça aurait renforcé la position de l'Autriche en Europe, évidemment, si cette carte avait été portée à son terme.
Ça n'a pas fonctionné parce que les autres puissances n'en voulaient pas, évidemment. Bon, alors, il est ensuite un personnage important dans précisément cette construction de l'ordre européen après 1815, et il a été, tout au long de ces années, un défenseur de cet ordre. Cet ordre qui a tenu un certain moment, mais qui, assez vite, s'est heurté à des forces hostiles. L'intérêt des puissances, d'abord, qui ne s'accordaient pas obligatoirement avec les décisions prises à Vienne, et puis l'émergence des sentiments nationaux. Lorsque j'évoque l'appétit des puissances, ça veut dire la Russie, ça veut dire la Prusse, et l'émergence des sentiments nationaux, on le vérifie dans deux grandes crises qui sont presque contemporaines, c'est l'insurrection grecque, qui va aboutir à l'indépendance de la Grèce, insurrection grecque qui a le soutien et de la Russie et de la France et de l'Angleterre. Donc on est loin du système qui avait été mis en place à Vienne sous l'égide de Metternich. Et puis au même moment, ou un tout petit peu plus tard, il y a la création de la Belgique, qui là encore est une négation de ce que Metternich avait voulu faire, et dans les deux cas, il a essayé de s'y opposer, mais, si l'on peut dire, la force de l'histoire était plus forte que lui. Et sur la Pologne, dans le partage de la Pologne entre l'Empire austro-hongrois, enfin à l'époque autrichien seulement, et la Prusse et la Russie, est-ce que la Pologne était une obsession habsbourgeoise ou pas? Elle est certainement moins qu'elle ne l'est pour les Prussiens et pour les Russes. Là, c'est une question d'équilibre des forces qui pousse l'Autriche à participer à ce partage. En même temps, des trois puissances copartageantes, l'Autriche est certainement celle qui a imposé à la Pologne le régime le moins dur. Et on peut même dire que après 1870, en gros, et jusqu'à la fin de la monarchie, les Polonais, à l'intérieur de la monarchie, bénéficient d'une situation assez privilégiée. Par exemple, les deux grandes universités de la Galicie, c'est-à-dire Cracovie et Lemberg, c'est-à-dire aujourd'hui Lviv, en Ukraine, sont polonisées. Bon, le polonais est érigé en langue pour l'administration interne de la Galicie. Évidemment, dans les rapports avec Vienne, c'est l'allemand qui est employé. Mais pour tout ce qui concerne l'administration interne de la Galicie, c'est le polonais. Évidemment, ni les Polonais soumis à la Russie, ni les Polonais soumis à la Prusse ne bénéficient d'un tel statut. Et on pourrait dire, en conclusion, que le pape Jean-Paul II, cardinal archevêque de Cracovie, comme chacun sait, avait son père qui a servi comme officier dans les rangs de l'armée austro-hongroise. Et lorsqu'il a reçu en audience l'archiduc Otto de Habsbourg, il le lui a rappelé.
et avec un sentiment de relative fierté. Ah oui, c'est intéressant, je ne savais pas du tout cette anecdote. Moi, j'aurais une dernière question à vous poser, puisque bon, on ne fait pas l'histoire avec des si, mais peut-être on va aller à la fin de la monarchie que nous avons déjà évoquée tout à l'heure, et j'aurais deux questions à vous poser. Là aussi, c'est des choses que l'on lit dans l'histoire vulgarisée. La première est la suivante. On a l'impression, dans l'histoire grand public, qu'on sous-estime la responsabilité de l'Empire austro-hongrois dans l'engrenage de Sarajevo. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'historiens disent l'annexion de la Bosnie en 1908 a été faite en dépit du bon sens et proprio motu, en quelque sorte, et ça a été un germe de complexité qui a amené à Sarajevo. Et dans la guerre des nerfs, avant que ça ne dégénère en conflit avec les Serbes, les Austro-Hongrois ont été beaucoup trop durs, en quelque sorte. Donc je voudrais savoir quelle pesée, là vous faites aussi, c'est un sujet archi-rebattu, l'historiographie des causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Est-ce que la responsabilité de l'Empire austro-hongrois n'est pas plus grande qu'on ne le dit généralement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'empereur Charles qui succède à François-Joseph au mi-temps de la guerre, au milieu de la guerre. Est-ce que ces initiatives de paix, à partir de 1916, est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce qu'elles sont iréniques? Ou est-ce que c'est uniquement, elles sont uniquement motivées par l'épuisement de l'armée austro-hongroise sur tous les fronts, aussi bien au sud qu'à l'ouest? Alors, le premier point qui concerne donc le conflit politique avec la Serbie, avant que ce conflit ne devienne militaire, il faut bien voir que du côté viennois, dans ces années qui précèdent la guerre, le problème serbe devient ce qu'on pourrait appeler une poire d'angoisse. Il y a à Vienne une obsession du danger potentiel que représente la Serbie. Danger dans la mesure où à Belgrade, on ne cache pas des ambitions grands serbes, et les ambitions grands serbes, ça veut dire une expansion vers les populations slaves du sud de la monarchie. Donc les Croates, secondairement les Slovènes, mais surtout les Croates. Donc il y a une conscience d'un danger qui est peut-être exagéré, mais en tout cas cette obsession, elle existe. Et ça veut dire qu'elle va être un ressort de la politique de Vienne. Et notamment, c'est ce qui explique l'annexion de 1908. À vrai dire, cette annexion, elle aurait pu se faire beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au Congrès de Berlin, où d'ailleurs les autres puissances européennes, ça veut dire les Britanniques, ça veut dire aussi les Russes, ne s'y seraient pas opposés. Et qu'est-ce qui a fait que l'annexion n'a pas eu lieu? Eh bien, c'est le refus, l'opposition du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères austro-hongrois, c'est-à-dire Andrássy. Andrássy qui est hongrois. Or, il pense que si on annexe la Bosnie-Herzégovine, on va accroître le poids des Slaves
à l'intérieur de la monarchie. Et pour lui, c'est un danger. Là, quand il pense que c'est un danger, ce n'est pas tellement par rapport à la monarchie elle-même, mais par rapport à la Hongrie. Oui. Et donc, on a trouvé cette solution d'une occupation-administration. Mais encore une fois, en 1878, ça aurait été possible, et évidemment, ça aurait épargné la crise de 1908, qui a été une crise très grave, et qui n'a été résolue que parce que, en mars 1909, l'allié allemand a mis sa force dans la balance et a fait savoir à la Russie que si elle ne retirait pas son appui à la Serbie, eh bien, l'Allemagne entrerait en guerre. Donc là, la Russie, à ce moment-là, n'était pas prête. Elle sortait d'une défaite en Extrême-Orient face au Japon, et donc elle a cédé. Bon, mais c'était en germe ce qui allait se passer, évidemment, 6 ans plus tard. Alors maintenant, Charles, je crois qu'il a eu une vision juste de la réalité, c'est-à-dire la nécessité de la paix. Et d'ailleurs, François-Joseph, avant de mourir, avait aussi pris cette conscience. Il avait l'intention de lancer l'initiative de paix au printemps. Il est mort avant, il est mort en novembre 1916. Mais en tout cas, ça veut dire que, de ce point de vue-là, Charles est dans le droit fil des intentions de François-Joseph. Alors, juste mesure de la gravité de la situation, il est convaincu que si la paix ne revient pas, dans des délais assez rapides, c'est l'existence même de la monarchie qui est en question. Et les événements lui ont donné raison. Lui ont donné raison, évidemment. Bon. Alors, où il a peut-être commis une faute, éventuellement, c'est que il veut la paix, mais pas une paix séparée. C'est-à-dire que il veut convaincre l'allié allemand de la nécessité de faire la paix. Alors ça, c'est une erreur d'analyse majeure, parce que à ce moment-là, c'est-à-dire fin de l'hiver, début du printemps 17, les Allemands sont sur une toute autre ligne. Leur ligne, c'est la paix victorieuse. Ouais. C'est la position de Hindenburg, de Ludendorff, et à travers eux, de Guillaume II. Donc c'est exactement l'inverse. Que serait-il passé s'il avait tenté une paix séparée? C'est très difficile à dire. Il n'est pas à exclure, sans qu'on puisse assurer que ce serait passé ainsi, mais il n'est pas à exclure que l'allié allemand serait intervenu militairement en Autriche. Ce que Charles redoutait aussi, ce qui peut expliquer qu'il se soit dérobé à toute idée d'une paix séparée. Donc, il lance des initiatives qui échouent. Alors, des initiatives où il a d'ailleurs des propos qui sont très lourds, parce que très lourds par rapport à l'allié allemand, puisque il fait savoir à Paris qu'il reconnaît les légitimes revendications de la France sur Alsace-Lorraine. Ah oui. Ça va très loin. Ancienne terre Habsbourg, d'ailleurs. Oui, bien sûr, absolument. Alors, fort longtemps, oui. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai. Donc, il va jusque-là. Seulement, bon, de toute façon, comme il était impossible d'amener les Allemands à cette position, c'était perdu d'avance. Mais il y a aussi un point
qui ne figure pas dans les propositions de Charles, il ne dit rien à propos de l'Italie. Alors c'est vrai que les Italiens n'ont quasiment rien gagné sur le terrain. Mais il y a le traité de Londres qui lie les alliés de l'entente à l'Italie. Et dans ce traité, la France, l'Angleterre, la Russie ont fait des promesses très, très importantes à l'Italie. Donc lorsque ça se passe à Saint-Jean-de-Maurienne, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'entente, et qu'on présente au ministre italien des Affaires étrangères les propositions de Charles, évidemment, il répond, peut-être, mais vous nous êtes liés par le traité de Londres, et il n'est pas question d'une paix où nous ne gagnerions pas ce qui nous a été promis. Donc, c'est un échec complet. Et après quoi, bien, il y a un engrenage fatal qui va conduire donc à l'aboutissement que l'on sait. Et d'ailleurs, dans cette même réunion de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est un clin d'œil à la triste actualité que nous vivons au Moyen-Orient. On complète les accords Sykes-Picot du partage du Moyen-Orient entre l'Angleterre et la France en donnant une zone d'occupation aux Italiens en Cilicie et au bord de la mer Méditerranée. Voilà, donc c'est une réunion peu connue, mais qui a finalement pas mal d'importance dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Écoutez, un grand merci pour cette causerie. Je vous conseille vivement de lire ce livre formidable, parce qu'on voit bien qu'à côté des forces profondes, pour reprendre l'expression de Pierre Renouvin, dont vous parliez par exemple sur l'inéluctabilité, entre guillemets, de l'indépendance de la Belgique, par exemple, les hommes font aussi l'histoire. Et que ces grands personnages de l'Empire austro-hongrois ont fait l'histoire au fil des siècles. Et je vous vraiment conseille encore une fois cette lecture passionnante. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.